pour qu'ensemble on puisse produire une réflexion majeure, non pas momentanée, mais une réflexion qui puisse vraiment consacrer une rupture avec le système précédent qui nous a conduit dans l'abîme. Bon, je pense que ce sont des propositions qui formulent dans ce livre tous les enjeux liés par exemple au communautarisme, à nos appartenances ethniques sur lesquelles j'écris et je réfléchis, à savoir que nos communautés ne doivent pas simplement être des lieux de solidarité, de bourreaux. C'est-à-dire que si ma communauté aujourd'hui est le lieu où jaillit l'autre, une société politique n'est pas possible. Il faudrait que mon appartenance à la communauté Peul, Malinké, Soussou, me permette de me lier à l'autre de manière responsable et éthique. Parce que naître Peul n'est pas de ma faute, c'est une contingence. Naître Malinké n'est pas de toute une contingence. Donc comment alors, dans ces relations de réciprocité, repenser nos vies communes et réinvestir justement nos valeurs communautaires pour qu'aujourd'hui nous fassions d'une Guinée société démocratique, libre, paisible, à la lumière de nos valeurs et de notre civilisation. Il faut réinvestir notre histoire. Le professeur Lansine Kaba qui est encore vivant, l'ami camarade de Boston qui est encore vivant, le professeur Alphonse Barry qui est à Bordeaux. Tout ce monde-là aujourd'hui, le Dominique Bank, tous ces chercheurs guinéens aujourd'hui, me semble-t-il, peuvent être mobilisés, non pas pour dire quoi faire, mais pour avoir une lecture objective et véritable de notre histoire. Pour que nous soignions nos plaies, nous regardions nos souffrances et qu'ensemble nous disions quel type d'humanité nous voulons pour ce pays. Car l'enjeu aujourd'hui n'est pas politique, mais éthique. Et tant aussi longtemps que nous nions l'enjeu éthique, tant aussi longtemps que nous nous défilons devant l'urgence de notre condition humaine, il deviendra difficile d'avoir un système politique viable, capable, pour terminer, de répondre aux enjeux de la globalisation et aux injustices structurelles qui vont naître de la Covid-19. L'économie africaine, sur l'impact de la Covid, on ne sait pas encore. On n'a pas encore suffisamment analysé les impacts. Lorsqu'on n'a pas d'institutions capables à l'interne de répondre aux besoins de développement, il est difficile au niveau international d'assumer une souveraineté autonome. Donc il nous faut aujourd'hui, me semble-t-il, redéfinir tous ces éléments. Ensemble, il faut encore, non pas en vase clos, mais nous parler, avec le gouvernement, les partis politiques. Ce n'est pas à nous d'exclure un parti. Ce n'est pas à nous de dire que tel a tel âge. Ce n'est pas à nous de dire qu'il ne faudrait pas un multipartisme ou un bipartisme. Laissons aux Guinéens, dans un cadre de dialogue, laissons un processus administratif, en tout cas un processus politique et souverain, déterminer quel parti politique est viable ou pas. Ne faisons pas l'erreur d'imposer de haut nos vues théoriques. Discutons entre nous, parlons-nous, nous sommes intelligents. Et pour terminer, vous permettrez, j'ai rencontré des jeunes, des ONG de jeunesse, au niveau de la culture, au niveau de l'engagement. Il y a dans ce pays, messieurs et dames, de l'imagination. Il y a dans ce pays de l'innovation. Il y a dans ce pays des chercheurs qui ne sont pas du Canada, qui connaissent la réalité guinéenne mieux que moi. Ne soyons pas complexés. Donnons la parole aux chercheurs guinéens qui sont ici, qui ont étudié ici. C'est qu'ainsi que nous valoriserons l'éducation nationale. Lorsqu'un diplôme canadien est mieux vu qu'un diplôme guinéen, c'est que nous avons échoué. Et ce n'est pas par humilité que je dis ça. Je parle au Sanso Barry, je parle au Stile Baldé et à bien d'autres journalistes guinéens qui ont étudié ici, qui connaissent le pays, qui analysent la situation sociologique du pays. Pourquoi ne pas les offrir dans le cadre de cette transition une tribune? Pour qu'ensemble, on puisse dire quel type de société nous voulons. Voilà le propos du livre. Voilà les modèles que je propose, on pourrait en discuter. Un système semi-présidentiel, un système parlementaire, ce n'est pas moi de dire aux Guinéens qu'est-ce qu'ils veulent. C'est une proposition que je formule en termes d'organisation de nos sociétés dans le rapport aux régions. Le député Badikoba, que je salue au passage, a déjà formulé une proposition très intéressante qui peut discuter. Pourquoi ne pas aller de l'avant? C'est comme ça que les démocraties sont construites. Et pardonnez-moi encore. C'est comme ça que l'Afrique précoloniale, lorsqu'on étudie l'histoire des institutions précoloniales en Afrique, le professeur Djibril Tansignan, son âme, avec lequel j'ai eu des discussions en 2018, nous a enseigné. Le Gabou, par exemple. L'Afrique précoloniale a été plus intelligente sur le plan politique que l'Afrique postcoloniale. C'est quand même étonnant. On donnait aux esclaves une représentation politique dans le corps électoral, dans le collège de décision, aux esclaves. Donc la société, les royaumes africains, les monarchies constitutionnelles avaient conscience qu'il y avait différents types de communautés, mais que dans les sphères décisionnelles, pour que l'État soit juste, il fallait les représenter.
depuis 1958 dans ce pays, nous avons du mal avec la représentation politique. Lorsqu'une communauté domine l'État, ça n'est pas juste et il faut le dénoncer, non pas parce que vous n'êtes pas de la communauté, au nom du principe d'humanité et de justice. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est en ce sens-là que nos communautés doivent être valorisées. C'est ça aussi être Malinké, Peul, Soussouté. C'est ça aussi la valeur d'une communauté, lorsqu'elle est ancrée sur les causes éthiques. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de réconciliation nationale, ça n'est pas que la Guinée est connue de la guerre. Nous ne sommes pas dans le cas du Rwanda. Nous ne sommes même pas dans le cas du Mali avec les Touaregs du Nord. Même dans le cas de la Sierra Leone, non. La particularité de notre pays, et c'est une chance, nous n'avons jamais connu de guerre civile généralisée. Alors, c'est cette chance aujourd'hui qu'il faut traduire en occasion d'espérance, surtout pour la jeunesse guinéenne, mais aussi pour l'ensemble de la population. Merci beaucoup. Professeur, donc si je le laissais parler, on allait passer la journée ici. Alors, nous allons poursuivre cette cérémonie. Merci Sadio pour cette belle présentation. Je rappelle que le livre Essai sur la fondation politique de la Guinée est en vente d'ici et il coûte 150 000 francs. Nous allons avoir une séance de dédicace tout à l'heure. À présent, mesdames et messieurs, nous donnons la parole au directeur de cabinet de la primature pour le mot du Premier ministre. Monsieur Sékou Amadou Diallo, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci tout le monde. Vous me faites passer derrière le professeur, c'est un exercice hyper compliqué. J'espère que je vais être à la hauteur. Mais merci professeur pour ce bouquin. J'avoue que je ne l'ai pas lu encore, parce que c'est la première fois que je le vois. Mais je promets que je vais le lire. Je l'ai rencontré à M. Barry, c'est ça? M. Barry. M. Barry, bon, ma maman est Barry, donc c'est bon. Je l'ai rencontré, M. Barry, il y a à peu près une semaine. Lundi à la primature. Et on a eu un échange très cordial dans mon bureau, où on est parti dans des dialogues interminables et j'étais obligé de lui dire de sortir parce que je dois travailler. Donc vous n'avez pas parfaitement raison, si on le laisse le micro, on passe la journée ici. Et toutes mes félicitations, une fois de plus. Merci à tout le monde d'être venu là. C'est un grand honneur, un grand plaisir pour moi de représenter Monsieur le Premier ministre, son Excellence Mohamed Bearouni, qui a eu à préfacer ce livre. Donc, il est en mission, qui m'a chargé de le représenter aujourd'hui. Et ce que je dis m'engage moi. Il aurait fait mieux que moi, c'est sûr et certain. Pour commencer, je vais m'adresser à papa. Merci papa pour le soutien à Sadio. Voici le produit que nous avons. La philosophie, on la néglige, mais c'est la mère des sciences. Tous ceux qui ont des doctorats ici présents savent qu'on les appelle PhD, qui est Doctor of Philosophy. C'est un doctorat en économie, un doctorat en environnement, un doctorat en mathématiques. On les appelle tous PhD. La raison fondamentale, c'est que tout est basé sur la philosophie au départ, historiquement. Donc, c'est excellent d'avoir choisi philosophie et félicitations une fois de plus à ça. Les problèmes qui sont décrits dans ce livre sont les problèmes que nous avons vécus depuis 1958 dans ce pays. On est rentré dans des processus démocratiques en 90, comme l'a dit M. Barry, et on se rend compte que juste organiser des élections de façon répétitive ne fait pas d'un pays un pays démocratique. La preuve, c'est que chaque fois que nous avons eu des chefs, ils ont été élus et réélus supposément. Mais quand ils sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est retombé dans une transition. Donc, là encore, pour la troisième fois, nous sommes dans une transition. Et je pense que tout le monde s'accordera à dire ici qu'on espère tous que c'est la dernière transition que nous allons vivre dans ce pays. Et pour ce, chaque Guinéen doit jouer sa partition. Un processus démocratique versus une dictature, on sait tous qu'il n'y a pas de choix à faire entre les deux.
En 1776, comme vous le savez, les États-Unis sont rentrés, ils ont créé leur constitution. James Madison, qui était un des pères fondateurs de la Constitution, à Philadelphie, est sorti de la réunion, il rencontre une dame qui lui demande c'est quoi, c'est un royaume ou une république? Il a dit c'est une république si vous pouvez la garder, madame. C'est une démocratie si chacun d'entre nous fait sa part, si chacun d'entre nous joue son rôle pour protéger cette démocratie. J'étais tout récemment à Accra, où je gérais un projet de l'Agence française de développement. Et j'ai participé à un forum. Un éminent professeur qui vient parler de l'organisation des administrations publiques et qui a prononcé une phrase qui m'a un peu choqué. Et c'est un peu le prototype de ce que nous vivons dans nos pays en Afrique ici. Il a dit qu'en tant qu'administrateur, fonctionnaire, tu dois tout faire pour satisfaire ton chef. Je répète, tu dois tout faire pour satisfaire ton chef. Donc, j'ai demandé la parole, évidemment, et j'ai dit, sauf s'il te demande de faire quelque chose d'illégal. Ça, c'est un devoir civique pour tout employé de ne pas faire ce que ton chef te dit de faire tant et si longtemps que c'est illégal. C'est une contribution que tu fais dans le respect des institutions dans lesquelles tu travailles. On a toujours tendance en Guinée de confondre la loyauté envers le chef et la loyauté envers le pays ou les institutions. Évidemment, les deux se confondent généralement. On dit que le chef est le garant de l'institution. S'il ne donne pas le bon exemple, quelque part on est contraint de le suivre. Moi je dis toujours que non, on n'est pas contraint de le suivre. Même si tu ne dénonces pas, tu peux te dissocier d'une façon ou d'une autre. Et je pense à mon humble avis que c'est quelque chose qu'en Guinée on doit apprendre à faire. Donc ça part toujours du sommet. Donc ceux qui sont autour des chefs doivent avoir le courage de se dissocier quand ce n'est pas dans le respect des normes des institutions que nous avons choisies, que nous avons décidé d'avoir pour avoir une vie commune paisible. La vie dans une société est comparable à une vie de couple. Vous êtes en couple, vous avez des règles qu'il faut respecter. À une échelle plus macro, vous avez un pays, vous avez des règles à respecter. Vous faites une constitution, vous faites des lois, et chacun est régi par ces lois. Ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc, nous devons chacun individuellement et ensuite collectivement jouer notre rôle dans la préservation de nos institutions dans ce pays. Donc, on est dans une transition. On travaillera très fort pour avoir des institutions. On les aura sur papier. Et je ne sais pas quand est-ce que quelqu'un m'a dit qu'en Guinée, on a les plus beaux textes de loi. Je dis oui, on a les plus beaux textes de loi. Il faut qu'on les applique. Monsieur Barry et moi, on a eu la discussion sur la Constitution, comment on l'a rédigée. Je ne vais pas vous cacher qu'on a un peu clashé là-dessus. C'est le principe des discussions philosophiques. Donc c'est ça, on choisira tous le mode de constitution que nous voudrons pour ce pays, parce que nous vivons ici en tenant compte de nos réalités, bien évidemment. Mais après, le plus dur sera comment travailler et comment contribuer à préserver cette constitution. On voit tous que des constitutions qui sont hyper vieilles, comme celle des États-Unis, 1776, 1779, elle a été adoptée, peuvent être toujours fragiles lorsqu'un être humain, comme le président Trump, vient pour changer les autres. C'est une constitution où personne ne croyait que quelqu'un pouvait les secouer. Mais il a fallu des hommes intègres qui croient à la constitution et qui ont défendu la constitution. Donc, intrinsèquement, chacun de nous a un rôle à jouer là-dedans. Et j'espère de tout cœur que chacun de nous, à partir de ce moment,
aura le courage, je dis bien le courage, de dire non quand il faudra dire non. C'est un courage. De nos jours, c'est même plus facile que dans les années 50 ou même dans les années 90. Évidemment, en 2010, là, ça s'est un peu corsé selon l'histoire. Mais il faut qu'on ait le courage de dire non lorsque ça ne répond pas aux normes que nous nous sommes fixées en tant que société. Donc, pour conclure, je dis je ne vais pas être aussi long que M. Barry. On espère avoir un organe de transition législative, donc le CNT, qui va essentiellement travailler sur la rédaction d'une constitution. C'est vrai, certes, on n'a que 80-81 places au sein du CNT, mais à mon humble avis, chaque Guinéen doit se sentir concerné et impliqué. Chaque Guinéen peut trouver les voies et moyens, la tribune qu'il faut pour faire passer un message quant au mode de société que nous voulons avoir dans ce pays. J'espère que chacun saisira l'occasion pour faire valoir son opinion à travers une tribune quelconque, à travers un mode de communication quelconque, pour qu'enfin on puisse avoir une société ou des institutions qui répondent véritablement à nos besoins, qui répondent véritablement à nos aspirations et qui répondent véritablement à nos rêves d'une société de vie commune, paisible, apaisée et équitable pour l'ensemble des Guinéens. Au nom du Premier ministre, je remercie M. Barry une fois de plus et la porte est toujours ouverte pour les débats. Je sais que c'est une personne qui aime toujours discuter malgré que c'est un ingénieur et toi tu es philosophe, donc parfois je trouve que tu es trop long. Voilà, donc, mais la porte est toujours ouverte pour des idées, que ce soit avec M. Barry ou quiconque ici dans la salle présent ou l'ensemble des Guinéens. Nous sommes preneurs d'idées, nous sommes preneurs de conseils. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que c'est beaucoup trop long, et je vous remercie une fois de plus. Merci. Merci, M. Diallo, directeur de cabinet à la primature. Mesdames et messieurs, il est temps de vous passer la parole pour ceux qui ont des témoignages ou des questions à l'endroit de l'auteur sur le livre, bien sûr. C'est bon, c'est bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et mon nom c'est Youssouf Boudou-Sida. J'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter Sadio pour la qualité de son travail, mais surtout pour sa persévérance. J'avoue que c'est un garçon qui est extrêmement brillant, qui défend ses idées avec véhémence, qui est constant et logique envers lui-même. J'ai eu à collaborer avec lui. Il y a eu des hauts et des bas. Et avoir eu l'occasion aujourd'hui de participer à la dédicace de ce livre par l'interview de Sanzi Kaba, c'est un grand plaisir et un grand honneur. C'est réellement l'aboutissement de long schéma des idées contradictoires, des discussions houleuses, des débats, la constance dans les idées. Et honnêtement, personnellement, je suis très fier de lui. Je ne pouvais pas ne pas saisir cette occasion pour dire ces deux mots. Je ne suis pas un homme de discours, mais je parle des faits. J'ai été témoin de la rédaction de ce livre. Je ne peux pas dire que j'y ai participé, mais je dirais alhamdulillah. Nous sommes fiers de vous. Continuez à être égal à vous-même. On a toujours compris, nous autres, qui sommes de l'autre côté,
que pour être utile à son pays, on n'a pas besoin forcément d'être un haut commis de l'État. Chacun, dans son domaine de prédilection, peut participer au processus de développement de son pays et à la consolidation de la démocratie, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme dans le pays. Donc c'est cette ligne que nous nous sommes imposée jusque-là. C'est maintenant que nous avons pris la décision, puisque les nouvelles autorités qui sont là, nous partageons la même vision avec elles. On a décidé nous aussi d'être des acteurs pour pouvoir impacter positivement. Il faut que je parle. Merci, M. Silla. Et votre témoignage continue. On va prendre M. Balaïdalia, ensuite on... Merci. C'était juste un commentaire rapide. Je me suis posé la question dans cette salle, combien de personnes ont lu la Constitution passée entièrement? Je suis sûr que nous ne sommes pas très nombreux à l'avoir fait et nous allons discuter encore pendant longtemps pour faire une autre Constitution. Est-ce qu'elle sera lue? Est-ce qu'elle sera explicitée, utilisée? Bon, je me suis posé cette question parce que j'ai l'impression que nous devons réfléchir davantage sur la question de la nation guinéenne. Un État qui est construit sur la base, au départ, c'était un État colonial qui a été transformé en un État indépendant, c'est un problème majeur. La culture administrative qui s'est développée. Deuxième aspect, la nation guinéenne qui a été construite sur la base de découpage administratif qui a été fait. Il y a un morceau de Peul, un morceau de royaume Peul, un morceau de royaume Manding, etc. Tout ça a été réuni pour faire un État et pour construire cette nation, c'est très compliqué. Alors je voudrais, tout ceci c'est pour dire que le rôle des intellectuels est essentiel et j'ai l'impression qu'en Guinée, nous n'avons pas suffisamment encore approfondi, nous n'avons pas suffisamment travaillé sur cet aspect. Et ce qui explique que les gens, ils ont officiellement un État, ils ont officiellement une nation, mais dans la réalité, ils fonctionnent à partir de bases culturelles et de bases administratives qui ne sont pas conformes avec la démocratie moderne. Merci. Merci, M. Ba. On poursuit juste à côté. Félicitations à M. Sadio. Je pense que ce livre vient au bon moment parce que ça coïncide avec l'alignement des planètes. Nous avons besoin d'une réflexion pour tracer les sillons de l'avenir. La question de la transition, comme vous l'avez dit, ce n'est pas simplement organiser des élections. On est à la fin d'un cycle politique qui a duré 60 et quelques années. Et c'est un autre cycle qui est en train de démarrer. Aurons-nous l'intelligence, le savoir-faire, et puis aussi la maturité et la responsabilité pour mettre la Guinée dans le sillage d'un cycle politique vertueux qui permettra d'actualiser les aspirations et les besoins démocratiques, économiques, etc., le vivre ensemble pour la Guinée. Et ceci va au-delà de la Guinée, parce que la plupart des États africains sont dans une crise de la gouvernance, dans une crise de l'État. Et il faut qu'il y ait un pays pilote, un pays modèle, une société qui est en avance pour que les autres s'en inspirent. Et c'est la raison pour laquelle l'intérêt de la transition en cours, ce n'est pas un intérêt simplement pour les Guinéens, c'est un intérêt pour les pays africains qui sont englués dans des dislocations d'États néopatrimoniaux, etc., etc. Donc l'enjeu est important. Donc que faut-il faire? C'est déjà très bien que la réflexion soit engagée, mais il faut la prolonger. Il faut la prolonger en l'organisant, en impliquant un peu partout des chercheurs, des acteurs qui acceptent de se remettre en cause pour travailler ensemble, discuter, échanger. Et je pense que c'est une occasion de lancer un clin d'œil au système des Nations Unies en disant l'accompagnement de la transition guinéenne, ce n'est pas l'accompagnement simplement des organes de la transition, c'est l'accompagnement de la société dans le cadre des réflexions, d'organisation de colloques, de la mise en place de facteurs qui permettent à des gens qui
n'ont pas la possibilité de se retrouver, d'échanger, de se remettre en cause, parfois de s'agripper, mais fondamentalement, ça permettra de faire avancer les idées pour aller dans le sens de M. Amadou Sekou. Si on fait de beaux textes et qu'après qu'on n'ait pas préparé la société à son application, à son accompagnement, on risque d'être à la merci d'une aventure. Espérons que ça puisse être une aventure heureuse. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Oumar Diarabi, je suis écrivain aussi et directeur de l'Institut guinéen d'études et de sondage. C'est hier que M. Kamara m'a appelé, assistant collaborateur proche de M. Santi Kabakakité, j'étais pour le week-end à Maferea. Il m'a parlé de votre ouvrage, de cette dédicace. Et très honnêtement, je me suis dit que je ne pouvais pas en réalité louper cela. Et donc, depuis ce matin, j'ai pris la voiture pour venir assister à cette dédicace-là. Et donc, il y a 3 ans, en fait, je faisais le même exercice. Je félicite vraiment M. Barry pour la qualité de la rédaction de cet ouvrage, sincèrement. Vous m'avez vraiment bluffé quand je vous écoutais, je me sentais un peu parler parfois. Et donc, toutes mes félicitations de manière sincère. Et en réalité, je me retrouvais dans ce que vous disiez parce que le titre de mon ouvrage, c'est Ethnicité à Guinée-Conakry au prisme de l'organisation sociopolitique. La Guinée n'est pas une famille, mais elle peut le devenir. Donc, je me suis beaucoup penché en réalité sur la question ethnique parce que je suis parti de ce constat que la désunion, les guerres civiles, les différends entre les individus naissent moins de la mauvaise redistribution de l'économie que de l'ignorance des questions normatives. L'ignorance des questions normatives, c'est ce que vous dites là. C'est la fondation ou la refondation de l'État, c'est le questionnement de la politique ou du politique, c'est la question ethnique. Et donc nous sommes partis d'un État colonial à un État post-colonial et dans cette transition, nous n'avons pas suffisamment réussi de mettre en commun les idéologies des uns et des autres pour constituer ce que l'on pourrait appeler la nation. J'ai dit dans mon ouvrage que la nation en Guinée n'existe pas, elle est à construire. Certains m'ont très mal compris, mais je pense que c'est cela la vérité aujourd'hui. Lorsque les citoyens, d'ailleurs quand on parle de technique, le citoyen n'existe pas, mais lorsque les individus au sein d'un pays sont perçus eux-mêmes comme appartenant à un groupement ethnique, ou lorsqu'ils mettent en avant le groupement ethnique devant la nation ou devant l'État, alors à ce moment-là, il y a un gros problème de coexistence et de solidarité nationale. Et je pense que si on devait peut-être parvenir à ce qu'on pourrait appeler une nation ou à une cohésion sociale, il faudrait que chaque individu essaye de mettre de côté une partie de sa souveraineté ethnique pour constituer ce que l'on pourrait appeler la souveraineté nationale. Et cela, aujourd'hui, pose véritablement un problème. La subdivision sociale du travail, lorsqu'on observe le marché de l'emploi, on voit qu'il y a aujourd'hui une forme de communautarisation outrancière. La politique au Malinké, l'économie au Peul. Et même dans cette économie, il y a beaucoup de secteurs réservés au Malinké, d'autres au Peul, d'autres aux forestiers, ainsi de suite. C'est visible et c'est connu de tout le monde. Lorsque la nomination au poste administratif est faite sur la base de l'appartenance ethnique, cela pose un problème. Et lorsque même les politiques publiques injectées ou octroyées au sein des circonscriptions électorales des collectivités est faite sur la base de l'appartenance ethnique du président de la République, alors ça pose toujours problème. Il faut qu'on se pose les bonnes questions, il faut qu'on ose peut-être même casser ce tabou pour qu'on essaye de parler de nos véritables mots, de nos véritables problèmes. Et je vous remercie vraiment parce que c'est ce que vous faites à travers ce courage. Et j'ai pu comprendre que vous avez dégagé des pistes de solutions. Je serais très heureux de lire cet ouvrage-là. Et donc, très sincèrement, je crois qu'on a du pain sur la planche. Il y a d'éminents hommes politiques dans cette salle, ils sont nombreux. Je pense qu'ils se saisiront à bras-le-corps cette question de l'ethnie dans notre pays pour essayer de surpasser cela. La réussite aujourd'hui du CNRD, pourquoi ils sont applaudis? C'est parce que tous les Guinéens se retrouvent dans la gouvernance actuelle. À quelque niveau que ce soit, quand vous regardez, vous vous dites oui, lui il me ressemble, il me représente. Il peut parler à votre nom. Ceci n'a pas toujours existé dans notre pays, malheureusement. Malheureusement, ça n'a pas toujours existé.
à chaque gouvernance, à chaque régime politique, il y a toujours eu une communauté qui s'est sentie primée, discriminée par l'omnipotence et l'hégémonie d'une autre communauté. Et ce sont justement les hommes politiques qui ont divisé et opposé les leaders. Et je crois que cela doit cesser. Nous avons une chance aujourd'hui avec cette transition de partir sur une nouvelle base. Continuons la sensibilisation, continuons d'en parler, mais je crois que c'est une opportunité qu'il ne faut vraiment pas du tout rater. Je vous remercie. Merci. Merci. On va passer la parole à M. Sidou. Alpha Sidou Bari, ancien journaliste, président du Conseil et Communication Internationale. Moi, j'ai eu la chance de lire le livre d'Ahmad Sadio Bari. Ce livre est très petit, mais très dense. Il ne fait que 134 pages, mais j'ai passé 3 mois à le lire, à le méditer, à essayer d'en saisir la quintessence. Et j'invite toute la classe politique, tous les membres de la classe politique guinéenne à méditer sur ce livre. Car Ahmad Sadio propose les bases, n'est-ce pas, de la future société guinéenne qui pourrait permettre de sortir de l'arbitraire comme mode de gouvernance que nous avons toujours connu depuis plus de 60 ans. Je ne vais pas m'appesantir sur ça, mais ce livre, chaque alinéa, chaque paragraphe apporte une idée nouvelle et il définit ce que c'est que la nation. Et il montre que la nation guinéenne n'existe pas encore. Et on connaît, n'est-ce pas, la définition de la nation qui a été tellement rabâchée, celle d'Ernest Renan de la fin du 19e siècle, qui parle de communauté, de culture, de langue, de territoire, etc. Mais ça va bien au-delà de cela, et il montre que la nation doit être une communauté politiquement constituée. Et il analyse cela et l'explique de manière approfondie. Et vraiment, cet ouvrage est fondamental et répond à toutes les questions que nous pouvons nous poser à l'heure actuelle, à l'heure de la nouvelle transition. Espérons que ce soit, c'est certainement la transition de la dernière chance. Il y en a déjà eu celle de 84, qui a duré 9 ans, celle de 2008, qui a duré 2 ans. Il faudrait que cette troisième transition soit la dernière pour qu'on puisse jeter les bases d'une société guinéenne nouvelle et créer une nation guinéenne, n'est-ce pas, qui soit fondée sur le refus de l'alternance démocratique et sortir des régimes autoritaires et qui nous ont tant fait de mal. Merci. Madame Si, qui veut dire quelque chose. Ensuite, monsieur. Merci beaucoup. Merci Sayo. Merci l'Armatan Guinée de pousser tant le Guinéen à écrire. Le mien arrive. Hein? Ah, c'est bien. Voilà. Donc, vraiment, nous sommes très heureux d'être dans cette salle. Félicitations à Sayo, que je ne connais pas depuis longtemps. Mais franchement, c'est devenu une habitude de parler, de converser, de partager beaucoup de choses sur la Guinée. Notre pays est malade. Notre pays est malade, malade de ses hommes, malade de sa politique, malade de tous les excès qui se sont passés chez nous depuis 1960-58 et qui n'ont jamais été réglés. Je pense qu'on ne peut pas parler de nation. M. Ba, tout à l'heure, a dit quelque chose que je partage, je ne reviens pas là-dessus, mais je pense que cette transition devrait servir la Guinée à s'asseoir
enfin et se parler. Régler nos problèmes entre nous, ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est entre les Guinéens qu'on puisse se respecter, qu'on puisse se parler, qu'on puisse dialoguer. Dans ce pays aujourd'hui, il y a des familles qui ne se parlent plus. Il y a des communautés qui se détestent. C'est ça la réalité. Il faut qu'on ose le dire. On ne peut pas cacher la forêt avec son bois. Est-ce que nous voulons nous sortir de cette situation ou bien nous voulons faire semblant? Si nous voulons faire semblant, on continue à faire comme si de rien n'est et on avance. On va toujours reculer. Il y aura encore une troisième transition là, une quatrième et une cinquième. Je pense que l'occasion est idoine aujourd'hui pour que, grâce aux chercheurs, parce qu'on ne peut pas le faire sans recherche, on ne peut pas le faire sans conceptualiser ce que nous avons. Mais en Guinée, où est-ce qu'on dialogue? Où se passe le débat dans ce pays? Merci Sansi, qui donne au moins l'occasion aux Guinéens d'écrire et de s'exprimer régulièrement, de sortir des livres qui suscitent des débats. Mais à part ça, qu'est-ce que nous avons? Où est-ce qu'on organise des colloques chez nous? Rien pas. Monsieur Vincent, je pense que la tâche est immense. Et justement, vous êtes venu faire du développement, mais le développement ne peut pas se faire sans la paix. Le développement ne peut pas se faire sans une certaine sérénité. Je pense que se parler, décider de réconcilier les Guinéens, décider de remettre les Guinéens sur ce chemin, ce droit chemin de la justice. La justice, cette haine découle de justice non réglée, non évacuée. Nous en avons tous là. Lorsqu'on est nommé en poste, on pense qu'il vous appartient. Mais lorsqu'on est nommé, on est serviteur de l'État. On est serviteur de la population. Lorsque je me déplace pour aller voir le ministre de l'Industrie pour régler mon problème, mais il est là pour le régler. Je n'ai pas besoin de faire partie de son parti, ou bien de parler, de dire le langage que son président veut que je dise, pour que mes affaires soient réglées. Je suis désolée. Mais c'est ça qui se passe chez nous, malheureusement. Est-ce que cela va cesser? Est-ce que cela va continuer? Est-ce qu'à partir de cette transition, tous les Guinéens seront égaux en droit et en devoir, à commencer par ceux qui nous dirigent? Ceux qui nous dirigent doivent nous diriger dans la plus grande objectivité. Si nous arrivons à mettre en place des mécanismes de ce genre, je pense que la Guinée pourra s'en sortir. Et j'espère que vous pourrez le faire. Et nous comptons sur vous, les Nations Unies, pour nous aider à l'établir. Je pense qu'on doit faire la suite de ce livre-là. Nous donnons la parole à M. le Premier ministre. Bien. Bien, je n'ai pas eu encore le plaisir de lire le livre. D'accord. Mais je voudrais féliciter Mamad Sadio pour avoir fait cette contribution et d'avoir réussi. Puisque, apparemment, c'est un produit de très bonne qualité. C'est une contribution au débat. Au dialogue, mais il n'y a pas de cadre de débat, il n'y a pas de cadre de dialogue. Chacun va lire, apprécier ou désapprouver. On n'a pas de cadre de dialogue. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma soeur. Entre Guinéens tout seuls, on réussira difficilement un dialogue. Pourquoi? Parce que la crise de confiance est telle que nous avons eu la même expérience. Pour faire bouger le dialogue politique ici, il fallait les partenaires. Parce que s'il n'y a pas la bonne foi, on a parlé d'éthique.
le représentant du Premier ministre, Sadio lui-même. S'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle, c'est très difficile de dialoguer. Et je crois qu'on a perdu des valeurs essentielles qui font la grandeur des sociétés, des civilisations. C'est l'éthique, l'honnêteté intellectuelle, la probité. Le plus grand déficit dont souffre notre pays, ce n'est pas le déficit d'infrastructure ou le déficit macroéconomique. C'est le déficit de probité, d'honnêteté intellectuelle. Parce que des hommes de bonne foi, lorsqu'on discute, quel que soit le niveau d'instruction, si nous sommes tous de bonne foi, nous serons à même d'aplanir nos divergences. On peut avoir un point de vue. Lorsqu'on discute de manière honnête avec l'autre, on peut se rendre compte qu'on a des torts. Mais lorsqu'on a des mauvaises foi, lorsqu'on n'a pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître, on est toujours au service d'intérêts particuliers qui peuvent être ethniques, c'est à déplorer. Et on cesse d'être l'homme avec lequel on peut discuter. Parce que c'est facile toujours de mettre la classe politique dos à dos. Les gros et les victimes, dénoncez-vous, vous tous. Nous avons répondu, nous, opposition politique, moi, IFDG, à tous les appels au dialogue. On a fait des concessions. Mais pour faire avancer le dialogue, il fallait que la communauté internationale soit là. Pour dire qu'au regard du droit, voilà la bonne position. Mais entre Guinéens seuls, on veut se défier et on ne va pas dans la bonne direction pour rechercher la vérité et trouver un consensus. Ça, c'est un déficit extrêmement grave. Comment le combler? Puisqu'on a, c'est devenu presque dans la culture des Guinéens. Et on dit que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. On est là en train de défendre des intérêts particuliers et non de défendre le droit, la vérité et les bonnes pratiques. Comment sortir de ça? Pour que, quelles que soient nos divergences, lorsqu'on se retrouve autour de la table, on décline nos arguments, on justifie nos positions, on peut arriver à un consensus. Parce que nous sommes des agents rationnels. Mais lorsqu'il n'y a pas l'honnêteté, lorsqu'il n'y a pas cette probité, il n'y a pas un minimum d'éthique, c'est un dialogue de sourds. C'est ce qu'on a vécu les 11 dernières années. Mais lorsqu'on va au dialogue, on a fait combien de dialogues? On fait des concessions. On renonce à 60% de nos revendications légitimes, parce qu'on demande l'organisation à bonne date des élections. L'organisation des élections ne doit pas dépendre du maire, du président. C'est du domaine de la loi. On a parlé du respect de la loi. Parce qu'il y a quelque chose qui est essentiel, c'est d'avoir tous à cœur de respecter la loi. Alors, lorsque un président élu qui a juré sur la Constitution, de la respecter et de la faire respecter, lui-même, à un moment donné, pour les besoins du troisième mandat, il veut changer la Constitution. Il veut renoncer, si vous voulez, à violer son serment et commettre un parjure. Il y a des démagogues qui l'encouragent. Non, il a raison, c'est le peuple qui est souverain. Alors que dans cette Constitution, il était écrit « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non ». Il a juré de respecter cette disposition. Même si on change la Constitution, comme me disait l'ancien président du Mondialique, ça ne devait pas le concerner. Si ça ne le concerne pas, ça peut être crédible à la limite, puisqu'on ne peut pas dire que la Constitution est figée. Mais il a parlé de la Constitution américaine qui est vieille. Et lorsque Trump a voulu vraiment la violer, mais les Américains se sont levés. Mais ici, la majorité des gens, des intellectuels, des hommes politiques, ont estimé que le professeur avait raison et qu'il faut qu'il termine ses chantiers et que ce n'est pas une violation. On est arrivé dans la crise. Mais est-ce que, alors, cette contribution de Gary, où va-t-on en débattre? C'est ça le problème. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu la possibilité de dialoguer, ni avec le gouvernement, ni avec le CNDD, en tant que classe politique. Alors, ça, je pense que l'absence de dialogue est source de conflit. Parce qu'on devrait pouvoir dialoguer pour éviter les conflits. L'autre fois, j'ai entendu que les gens voulaient manifester pour soutenir le CND et contre le CNDA. Attention,
C'est comme ça que ça a commencé en 2019. On était avec Dadis. On a dit ceux qui veulent soutenir Dadis vont manifester. Et la discussion que j'ai eue avec Diego devant le stade, je dis, vous ne pouvez pas dire que les partisans de la participation du capitaine Diallo manifestent et que nous qui sommes contre ne pouvons pas manifester. Il y a tout ce qu'il y a eu. Le dialogue peut être à prévenir les conflits. Si nous sommes tous de bonne foi, une fois sur la table, les problèmes que nous avons, il faut les apaiser à condition bien entendu, qu'on soit de bonne foi. Je voudrais féliciter la famille pour avoir inculqué à Massa le goût de l'effort. Parce que pour réussir ses études, lorsqu'on est parti d'ici, il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'efforts. Cela fournit ces efforts. Parce que vous avez inculqué, sans nul doute, le coût de l'effort et vous avez accepté de financer ces études. C'est un bon investissement. Le retour sur l'investissement, c'est pour la Guinée. Je vous félicite. Merci. Non. Vous savez, on ne pourra pas prendre tout le monde. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de présenter le livre et que les gens achètent. Et nous allons poursuivre dans les quartiers, dans les universités, le débat. On va prendre 2 ou 3 autres personnes, Aliou et autres, mais je voudrais, monsieur le directeur de cabinet, ça c'est une demande exceptionnelle. Les partis politiques veulent dialoguer avec le gouvernement. Je pense, vous, en tant que directeur de cabinet, vous devez transmettre. Madame la conseillère, vous devez transmettre. Ensuite, Vincent prendra la parole. Aliou. Rassurez-vous, je ne vais pas être long. Je voulais juste faire un témoignage sur la antenne. Ça fait pratiquement 1 an que je travaille avec Sadio. Et c'est la première fois que je le vois physiquement. Pendant quelques mois de travail, ce qui m'a le plus frappé sur Sadio, c'est son humilité et surtout sa disponibilité. Donc, on a débattu sur beaucoup de choses, j'ai eu la chance de lire le manuscrit. Et je voulais profiter de l'occasion parce qu'en échangeant longtemps avec lui, on a mis en place plus tard le centre d'analyse et d'études stratégiques. Et je voulais profiter de cette occasion pour ce débat pour faire appel aux chercheurs et aux analystes guinéens pour dire effectivement que depuis de nombreuses années, les chercheurs et les analystes ont laissé une place vide dans le débat politique. Je pense qu'il est temps de profiter de cette occasion, même de la transition, pour pouvoir travailler, faire des analyses sur les mots dans ce film. Et je peux vous sur cet essai axé sur la fondation de la politique en Guinée. Oui. Quelle est votre réaction? D'abord, je me réjouis de prendre part à cette cérémonie. Je n'ai pas encore lu le document, mais au regard des commentaires qui en ont été faits, je vais féliciter l'auteur de l'être pour l'initiative et ensuite pour la qualité du produit que déjà ceux qui ont lu ont unanimement apprécié. Je pense que c'est une contribution au débat, à un débat pour une actualité plus lente. Mais il faut qu'on ait un cadre de dialogue pour qu'on examine toutes les idées qui viennent d'ici et là et qu'on essaye de trouver les solutions les plus indiquées pour notre situation. Vous êtes un homme très mûr, expérimenté sur la vie guinéenne. Aujourd'hui, tout ce que vous venez de nous dire là, quel est le conseil que vous proposez pour qu'il y ait une entente, pour qu'il y ait une paix, pour que la Guinée aille de l'avant, parce que c'est l'objectif principal que nous attendons tous, nous tous. Le dialogue, il faut qu'on essaye d'aplanir nos divergences de la table et que chacun ne soit pas de côté et pour émettre des idées. Il faut qu'on confronte les idées et qu'en toute responsabilité, on essaie de voir quelles sont les solutions les plus indiquées pour notre situation guinéenne. J'ai dit tout à l'heure dans la salle que les déficits dont souffre la société guinéenne, le plus grave, c'est le déficit de productivité, le déficit de notre intellectuel. Parce que pour que le débat porte, il
pour que la discussion porte, il faut que les participants soient de bonne foi et fassent preuve de probité et de neutralité. Bon, lorsque ça manque, naturellement, le dialogue ne peut pas aboutir à un consensus susceptible de sortir notre pays de la crise. Merci. La dernière question, justement par rapport à la restitution des biens de la famille de feu Ahmed Sékou Touré, votre réaction là-dessus? Non, si la propriété du président Sékou Touré est établie sur le bien, c'est tout à fait normal qu'on le restitue. On ne peut pas... Bon, moi j'ai salué la décision, je pense que le CNRD pour le faire a procédé à des vérifications et s'est rendu compte que le domaine appartient au président Sékou Touré. Si c'est le cas, je pense que c'est de justice. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. D'abord pour féliciter Amadou Sadio Barry pour ce livre qui, je pense, fera date dans l'ensemble des publications et des livres qui contribuent à comprendre la situation politique, socio-économique de la Guinée. Moi, c'est un livre que j'ai dévoré. Je manque de temps souvent, on manque de temps pour lire, s'imprégner de ces réflexions philosophiques, politiques. Et pourtant, quand j'ai commencé, je l'ai lu de la première page à la dernière page, une femme peut témoigner, avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Il est riche, il est extrêmement riche de propositions, comme le disait monsieur. 136 pages vraiment où chacune vous incite à la réflexion et vous permet de comprendre la situation de la Guinée, d'autant plus quand on est extérieur et qu'on ne vit pas depuis très très longtemps. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, et je crois que Sadio l'a dit, il le resitue dans une réflexion de long terme, avec des idées pour le court terme. En fait, il se situe dans une réflexion de prospective, comme on dit, qui est de voir loin, de voir large, d'analyser en profondeur et de prendre des risques. C'était la définition de Gaston Berger de la prospective. Et je crois qu'on se situe vraiment, on a vraiment un ouvrage qui est dense, qui nous donne des clés de compréhension de la situation en Guinée, des pistes de réflexion, et qui est, comme le disait Bahouri, qui est le président Bahouri, qui sera un outil extrêmement important dans ce moment d'alignement des planètes en quelque sorte, où l'ouvrage vient véritablement au bon moment. Alors moi j'avoue que quand j'entendais parler du livre, j'entendais parler de Amadou Sadio Barry, j'imaginais un monsieur avec des cheveux blancs, sage, j'étais extrêmement surpris de voir sa jeunesse, de voir sa fraîcheur et de voir une analyse aussi profonde qui vient d'une personne aussi jeune. Et c'est pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, la Guinée regorge d'une jeunesse talentueuse, d'ingéniosité, et il n'y a pas que Amadou Sadio Barry qui la représente, il y a vraiment beaucoup de talents qu'on rencontre tous les jours ici. Et quand on voit tous ces talents, on se demande pourquoi la Guinée n'est pas au rendez-vous du développement. Donc cette transition doit être vraiment une transition réussie qui montre à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, qui montre à l'ensemble du monde entier de quoi la Guinée est capable avec des gens aussi talentueux que ça. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et évidemment, pour rebondir, quand même, j'étais un peu interpellé sur le rôle des Nations Unies. Moi, je considère que la solution est véritablement entre vos mains. Vous avez les Guinéens savent ce qu'il faut faire, ils ont la solution. Évidemment, nous sommes ici pour vous accompagner. On a entendu les messages, on essaie justement, on a fait venir, on n'a pas fait venir Sadio, il est venu tout seul pour présenter son livre, mais on lui a quand même demandé, à travers Cynthia, les Nations Unies, de contribuer à notre réflexion en tant que système des Nations Unies, quand même 18 agences, 900 employés qui œuvrent pour accompagner la Guinée dans son développement socio-économique.
On l'a fait intervenir à notre retraite du système des Nations Unies. Toutes les Nations Unies et les chefs d'agence présents ici dans cette salle. Et on a fait intervenir Sadio pour présenter sa vision politique de la situation en Guinée et des pistes de réflexion pour nous-mêmes coller au mieux à votre réalité. Donc on a très bien entendu la question de la réconciliation, elle est extrêmement importante. Parler ensemble, et puis évidemment des espaces de dialogue et de concertation qui ont peut-être existé ou d'une certaine façon mais pas à la mesure de ce qu'il est nécessaire de faire pour refonder une nation ou un État. Donc on s'engage, je m'engage ici, à trouver les pistes nécessaires pour vous accompagner dans cette réflexion, dans ce dialogue et dans cette réconciliation. Je pense que nous avons ce rôle-là d'espace de réflexion, de dialogue, et je pense qu'on va continuer. Bientôt les 72 heures du livre, la 14e édition. La thématique prévue, c'est ce sauvegarde du patrimoine. Nous allons donner la parole au doyen Badiko. Le micro. Oui. Merci, M. Kamal. Le doyen, je serais bien passé. Donc, je dois vous dire que, franchement, on est reconforté. On voit qu'aujourd'hui, l'intelligence guinéenne existe et qu'elle entend enfin contribuer à faire avancer ce pays. Le dialogue politique, le débat politique, c'est presque une chose nouvelle en Guinée. On a l'habitude de se lancer des invectives à caractère communautariste le plus souvent et qui ne vont jamais au fond. Je n'ai pas eu besoin de lire pour l'instant la grande contribution de M. Sadio Barry à ce débat important pour l'avenir du pays, puisque justement j'ai eu la chance d'échanger avec lui. Et nous avons beaucoup de points d'accord, sinon tous. Je dis que c'est très important que le débat sorte des cercles restreints. Il faut qu'on trouve le moyen de le mettre sur le plan public. Je suis désolé, ce n'est pas forcément réconforté d'avoir eu raison trop tôt. Au sortir de la transition de 2010, dans les conditions que vous savez, nous avions averti que, attention, il faut constater que la Guinée n'est pas une nation. On a raté la voie de la construction d'une véritable nation engagée vers le progrès du pays. Et tout le monde nous est tombé dessus pratiquement. Et aujourd'hui, donc, il faut qu'on appuie les points fondamentaux sur lesquels le livre est appuyé. Le premier constat, c'est que l'État guinéen, parasitaire, corrompu, n'existe que pour lui-même. Il n'existe pas pour la population. C'est ça un des vrais problèmes de ce pays. Et deuxièmement, donc, il faut arriver non pas à magnifier des communautés ou en faire de futures nations, mais voir comment nous allons travailler avec cette communauté qui s'impose à nous pour arriver à sortir de la situation actuelle. La Guinée, qui était donc une nation à devenir en 1958, qui ne l'est pas aujourd'hui, peut l'être. Je dis que nous avons été extrêmement reconfortés que Ahmad Sadio ne soit pas polarisé sur des modèles extérieurs qui ne peuvent pas nous donner des solutions aux problèmes internes, aux problèmes africains. L'Afrique a une civilisation de plus de 7000 ans, reconnue. La colonisation ne date que de 120 ans. On doit profiter de toutes les expériences positives ailleurs, et c'est bien pour ça que nous revendiquons pour nous la Révolution française, mais ça ne veut pas dire que c'est la Révolution française qui doit forcément nous inspirer. Ce sont nos tristes réalités internes, et nous sommes extrêmement heureux que Ahmad Sadio ait appuyé dessus. Il ne s'agit pas de se replier. Il ne s'agit pas de jouer au nationalisme de pacotille, mais il s'agit de trouver des solutions propres à nous sortir de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Et ce n'est pas en niant la catastrophe que nous vivons qu'on va en sortir. Et je suis très heureux que de jeunes, aujourd'hui on voit que la relève est assurée. Moi je suis en présence, c'est vrai, militant depuis les années de la ferme dont je ne vous parle pas, mais on est très heureux aujourd'hui de voir que la suite, elle est assurée.
Et il faut encourager donc ce débat. Il y a énormément de pistes là-dedans qui ont été dites, mais fondamentalement, il faut que les ressources du pays soient réorientées non pas pour l'entretien de l'élite, mais au service des populations qui en ont cruellement besoin et qui sont abandonnées à elles-mêmes. Ce que nous avons dit au pays, c'est que la Guinée, à 63 ans, nous avons passé le temps à nous entre-déchirer, avec ou sans l'aide de puissances étrangères, à nous massacrer, à entretenir les camps de torture les plus barbares du monde. Et aujourd'hui, nous voilà, avec toujours des dictatures qui se renouvellent sans cesse et interminablement, puisque justement nous avons failli. Et c'est une très bonne chose. On a besoin vraiment du soutien des amis qui comprennent que ce n'est pas contre eux que nous réfléchissons au plan interne, mais on a besoin de leur accompagnement, on a besoin de leur soutien pour y arriver.